Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une drôle d'histoire que celle de Bart de Wever. Anversois pure souche, élevé dans une famille nationaliste flamande, cet homme qui refuse de se considérer comme belge va plus que probablement devenir le prochain Premier ministre des Belges. Mais vous connaissez l'adage, mieux vaut écrire l'histoire que la subir. Or, le génie de Bart de Wever, ce n'est pas seulement d'écrire l'histoire, mais aussi de la faire subir aux autres. Et les autres, ce sont souvent les Belges francophones. Parce que, soyez-en sûrs, les négociations pour plus d'autonomie de la Flandre se feront un couteau sous la gorge et les poches vides. Et pour cette raison, les Flamingants nous font peur. Ils sont dans le meilleur des cas des partenaires opiniâtres et résolus, dans le pire, des adversaires imbus et belliqueux. Nous ne les comprenons vraiment pas. Leur âme est nationaliste, identitaire, alors qu'au contraire, à leur égard, nous faisons preuve de modestie, d'ouverture, d'humanisme. Alors on se rassure, on se dit que ce peuple est comme un enfant qui s'égare sur la voie de l'indépendance. Puis on espère secrètement qu'il prendra bientôt un chemin plus raisonnable, plus solidaire, plus belgicain, plus humain. Et peut-être avons-nous raison, peut-être qu'effectivement, la Flandre n'est pas suffisamment mature pour connaître ses propres intérêts. Mais peut-être aussi que c'est justement parce que la Flandre se connaît trop bien qu'elle veut devenir ce qu'elle est, flamande. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est de l'âme flamande que nous allons parler. Alors, installez-vous confortablement et comprenez enfin pourquoi, décidément, vous n'avez jamais rien compris sur les Flamingants. Vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de place pour les parvenus au Parti socialiste. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Vous vous sentez belge? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une question plutôt émotionnelle. Eh ben, la Belgique a encore fait une fameuse recrue. Pour sonder l'âme du nationalisme flamand, quoi de mieux que de commencer par entrer dans le cœur et la tête du mieux élu des Belges. Je veux bien sûr parler de monsieur Theo Francken. Alors, il faut d'abord se remettre un peu dans le contexte de l'époque pour se rappeler qu'il a construit cette popularité lors de son passage au secrétariat belge de l'asile et la migration. Voici ce qui a déclenché la polémique. Une publicité pour une marque de soda sans sucre détournée avec Theo Francken qui expulse un homme noir. Une vidéo partagée par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration et commentée d'un « Regardez ce que j'ai trouvé » marrant, avant de supprimer sa publication. Les réactions n'ont pas tardé, criant au racisme. Theo Francken dit avoir perçu cette publication comme un pamphlet ironique contre sa politique. Theo Francken n'en est pas à son premier dérapage. On se souviendra notamment de cette déclaration en 2011. Puis-je juste dire que je peux imaginer la valeur économique de la diaspora juive, chinoise et indienne, mais moins celle des Marocains, Algériens et Congolais, ou est-ce trop incendiaire ? Mais à côté de ces saillies, de ces polémiques, des provocations et des dérapages, Theo Francken, comme beaucoup de Flamands, possède une forme de romantisme communautaire, difficile à cerner pour les francophones. Mais écoutez plutôt. Comment on dit ça, la coopération entre les gens individuels, ça c'est beaucoup plus fort. L'individu, alors c'est ça quoi. Bon. Pas seulement l'individu. C'est le libéralisme ça aussi. Non, moi je suis vraiment un conservateur. Ik heb gemeenschapsdenken. C'est un peu philosophique, c'est un peu difficile pour faire ça en français, mais je peux seulement dire, ça c'est le plus important. On doit chercher des communautés et partir de ces communautés, des liens entre les individus, pour construire quelque chose, des liens entre des personnes, pour construire. Et ça, c'est le plus fort dans une société. C'est pas l'État, c'est pas l'individu, seulement l'individu. Ça n'existe pas. Non, nous sommes le plus fort dans une communauté, dans des organisations, avec des liens forts entre les gens. Ça, c'est l'essence, l'essentiel du conservatisme. En l'occurrence, pour moi. la communauté flamande. Et donc là, en l'écoutant se déclarer conservateur, moi je me rappelle de mes années d'étudiant. À cette époque, je me souviens bien qu'en sociologie, en sciences politiques, on résumait toujours le renouveau du conservatisme par une citation de Margaret Thatcher.
Et je suis sûr que vous la connaissez. C'est celle où elle déclare « There is no such thing as society. There are individual men and women. » Il n'y a pas de société. Il n'y a que des individus. Ainsi, en tant que jeune étudiant francophone, j'ai longtemps été convaincu que le conservateur, c'était celui qui cherchait à briser tous les liens sociaux de solidarité, mais depuis, le doute, il m'a envahi. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Quand vous l'écoutez vraiment, Theo Franken, il dit absolument pas ça. Au contraire, il dit que pour lui, comme pour les autres nationalistes flamands d'ailleurs, les individus s'inscrivent d'abord au sein de communautés, et que ce sont elles qui se trouvent au cœur de son projet politique. Et d'ailleurs, cette idée de communauté, elle existe depuis très longtemps en Flandre. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'époque où on a fédéralisé la Belgique, c'était plutôt les Wallons qui demandaient la création de régions économiques, et c'était les Flamands qui demandaient la création de communautés linguistiques. Et donc, il me semble que le point de départ pour comprendre le nationalisme flamand, c'est de se demander qu'est-ce qu'une communauté ? Et la communauté, c'est un concept de base. Mais quand je vous dis de base, c'est vraiment le b.a.-ba, puisque cette notion, elle a été forgée par le tout premier sociologue allemand, un certain Ferdinand Tönnies. D'après Tönnies, la communauté est un groupe social humain organique, c'est-à-dire un groupe naturellement construit à partir de différents voisinages. On pourrait aussi parler de proximité. Ainsi, ce père de la sociologie évoque une communauté faite de sang, de terre et d'esprit. Le sang, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'enfantement et finalement le peuple. La terre, c'est bien sûr le territoire et l'esprit, c'est l'identité et la langue. Mais plutôt que de faire de la théorie, prenons l'exemple concret de la toute première communauté humaine, c'est-à-dire la famille. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'une famille ? Sinon d'abord une destinée mêlée par une parenté, par des unions, des couples, des mariages et finalement des enfants. Et entre parenthèses, saviez-vous que pour les anthropologues ou les démographes qui étudient le phénomène d'intégration, le taux de mariage entre un étranger et un national, c'est le meilleur de tous les indicateurs de réussite de l'assimilation. Ainsi, en 2014, 16% des mariages célébrés concernaient un Belge et un étranger. Par contre, si vous êtes belgicain, vous allez être désolé d'apprendre que seuls 0,5% des mariages, c'est-à-dire un mariage sur 200, sont mixtes entre wallons et flamands. Mais revenons à la famille qui, bien sûr, n'est pas qu'une communauté de sang. Une famille, c'est aussi des gens qui vivent au même endroit. Ce sont des gens qui se côtoient en fait. Et donc, c'est une communauté qui partage un lieu de vie. C'est une communauté de terre. Et donc, ces gens qui ont des liens de parenté et qui vivent au même endroit, forcément, ils se parlent, ils partagent des expériences, on met en place des règles, des valeurs. C'est la communauté d'esprit fédérée par la langue. Mais si vous n'êtes pas convaincu qu'une famille, c'est une communauté de sang, de lieux et d'esprit, prenez juste le problème inverse. Qu'y a-t-il de plus éloigné d'une famille, si ce n'est des gens qui n'ont pas de lien de parenté, qui vivent éloignés les uns des autres, qui n'ont jamais partagé d'expérience commune, qui pensent totalement différemment et qui ne parlent même pas la même langue. Et donc voilà, on pourrait dire que la famille, c'est la communauté organique et authentique par excellence. Des rapports sociaux scellés dans l'union, l'enfantement, la terre, l'identité, la langue. Ainsi, à l'origine de l'humanité, le clan, la tribu ou le village, c'est d'abord le regroupement de quelques familles. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui en Belgique, ne désigne-t-on pas justement le village ou la ville comme une commune ? Il y a la commune de Dinant, il y a la commune de Schaerbeek, ou encore la commune de Lübeck, dont Theo Franken est le bourgmestre. Et donc, le point culminant de cette expansion de la communauté à partir de la famille, c'est bien sûr la nation. Oui, mais aussi à ma commune, ça peut être à la commune, ça peut être côté... Bien sûr, pour moi, c'est la Flandre. Je pense que la finalité politique et le but pour la NVA est clair qu'on doit avoir un modèle plus fort pour la Flandre, la communauté flamande. Ça, c'est clair. Vous savez ça, tout le monde savait ça. Oui, vous, François. Et donc, du point de vue du nationaliste flamand, c'est parce qu'il existe une communauté flamande, c'est-à-dire une grande famille construite sur des rapports sociaux
authentique que la Flandre peut et doit s'autodéterminer. Alors parmi vous, peut-être que certains sont complètement désespérés à cette idée qu'en 2024, pour l'électeur flamand, des paramètres comme le sang, la terre et l'identité peuvent prendre une telle importance. Et si c'est votre cas, soyons honnêtes une seconde. Vous trouvez sans doute que cette manière de penser, c'est quand même un peu primaire. Et en fait, c'est tout à fait normal, parce que la psychologie et l'évolutionnisme, ils démontrent que c'est un instinct primaire que de privilégier sa communauté à une autre. Parce que c'est quoi un instinct primaire ? Primaire, c'est ce qui vient en premier. Ainsi, c'est une inclinaison naturelle que de préférer les membres de sa communauté et de discriminer les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, le conservateur flamand et le progressiste francophone, ils se font face dans un clivage entre nature et culture. Parce que le premier, le conservateur, il se retrouve du côté de la nature, c'est-à-dire le fait que c'est plus naturel de se sentir à l'aise avec des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui vivent avec nous, c'est quelque chose de légitime. Mais pour les progressistes, au contraire, qui sont plutôt du côté de la culture, ils vont se donner pour obligation morale de dépasser ses instincts primaires. Ainsi, l'archétype de l'homme de gauche est celui qui, prenant conscience des mécanismes de la discrimination, voit dans le ravalement de ses instincts primaires le plus haut degré de sophistication. Et d'un point de vue philosophique, l'origine de ces différences, elle se situe probablement dans l'adhésion aux valeurs universalistes et humanistes. En effet, pour un nationaliste comme Theo Franken, les droits de l'homme, c'est sûrement pas l'alpha et l'oméga de ses valeurs. Et c'est très simple à prouver, souvenez-vous de cette séquence. Il y a 2 jours, le secrétaire d'État déclarait à l'entrée d'un sommet européen consacré à la migration. Nous devons pouvoir renvoyer les bateaux. Nous devons trouver une manière de contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'opposition n'a plus de mots pour s'indigner. Monsieur Franken veut détruire le texte écrit dans les années 50 qui faisait en sorte d'éviter que les horreurs commises dans les années 40 ne se reproduisent en Europe. Alors il me semble qu'on comprend tous de manière assez évidente que les droits de l'homme, c'est plutôt l'inverse du nationalisme. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que si l'humanisme et le nationalisme ils sont inversés, c'est justement à cause de cette idée de communauté de sang, de terre et d'esprit. Parce qu'en effet, qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, sinon l'affirmation que chaque personne, du simple fait d'appartenir à l'humanité, porterait en elle des droits inaliénables. Et donc les droits de l'homme, c'est d'abord cette idée que chacun doit pouvoir exiger de la collectivité un droit à la sécurité sociale, au travail, à l'éducation ou au loisir, du simple fait d'être né homme. L'universalisme, c'est donc exactement l'inverse de la communauté, parce que ce qui est universel n'est pas lié au sang, à la terre ou à l'identité. Par définition, ce qui est universel est universel. C'est ce qui est valable en tout temps, en tout lieu, en tout point et pour n'importe qui. Et donc pour l'humaniste, le plus haut progrès civilisationnel est de se montrer solidaire des hommes sans aucun préalable identitaire. Et ça, encore une fois, c'est très différent du point de vue conservateur, selon lequel la confiance et la solidarité se construisent d'abord sur une expérience commune du monde. Et donc, ce que reproche fondamentalement le conservateur à l'humaniste, c'est d'oublier que le consentement à la solidarité se bâtit dans les communautés et non pas dans des grandes déclarations de principe. Et cette idée que la solidarité véritable suppose une communauté organique, un lien naturel, c'est quelque chose qui existe dans la droite nationaliste depuis au moins aussi longtemps que les droits de l'homme. Ainsi, Theo Franken, c'est pas du tout le premier nationaliste à proposer de s'asseoir sur les droits de l'homme. Dès 1796, le nationaliste Joseph de Maistre, il écrivait « La Constitution de France est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » Beaucoup plus récemment, il y a eu cette intervention du très radical Éric Zemmour. Qu'on me comprenne bien, nous pensons, nous aussi,
que tous les hommes ont la même dignité, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion ou leur nationalité. Mais nous ne pensons pas qu'ils sont interchangeables. Ils ne sont pas des êtres désincarnés, sans racines, qui viennent de nulle part. Ils sont des Afghans, des Pakistanais, des Algériens, des Maliens, des Syriens, etc. Mais nous refusons que des juges aillent chercher dans des déclarations des droits de l'homme, écrites il y a plusieurs siècles, et qui étaient des textes philosophiques, des règles juridiques qui corsettent notre État et l'empêchent de se défendre contre une invasion. Alors vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Qu'est-ce que cela dit des élections ? Qu'est-ce que cela dit de la Belgique ? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous, les Belges ? Eh bien cela dit tout, absolument tout. Parce que c'est exactement la même logique anti-humaniste qui anime les nationalistes flamingants. Pour eux, il n'y a pas plus de Belges qu'il n'y a d'humains. Et s'il n'y a pas plus de Belges qu'il n'y a d'humains, c'est parce qu'il n'y a pas de communauté nationale authentiquement belge. Nous ne nous marions pas entre Wallons et Flamands. Nous traçons des frontières dans notre propre pays. Nous ne partageons ni langue, ni culture. Pour le flamingant, nous ne sommes pas une communauté de sang, de terre et d'esprit. Souvenez-vous aussi de ces mots adressés au roi Albert par le député Jules d'Austrée. « Sire, laissez-moi vous dire la vérité, la grande et horrifiante vérité. Il n'y a pas de Belges, mais des Wallons et des Flamands. Vous régnez sur deux peuples. Il y a, en Belgique, des Wallons et des Flamands. Il n'y a pas de Belges. » Je pense que, en fait, la Belgique, comme État-nation, a eu chaque opportunité au XIXe siècle de s'épanouir. Ils ne l'ont pas fait. C'est devenu un échec total, des mondes séparés, deux sociétés séparées. Moi, c'est la vérité. Pareil, quand même, on ne peut pas le nier. On doit être aveugle pour la voir. Mais dire que la... Alors évidemment, cet anti-belgicanisme, que l'on peut rapprocher d'un anti-humanisme, eh bien, il rentre en opposition frontale avec ceux qui valorisent ces catégories de Belges et d'humains. Ainsi, pour l'homme de gauche francophone, tout est exactement opposé à ce communautarisme flamand. La solidarité, elle doit s'exprimer entre tous les Belges, sans distinction communautaire. Parce qu'au fond, nous sommes tous frères. Je vois que depuis notre dernier débat il y a 10 ans, il n'a pas changé. C'est toujours la fin de la Belgique, c'est toujours opposer les Wallons et les Flamands. Nous, au contraire, nous voulons soutenir le pouvoir d'achat de tous les Belges, nous voulons relever les salaires, continuer de défendre les pensions, les soins de santé, et pour ça, on a besoin d'une Belgique forte. Voilà. Et je ferai tout ce que je peux pour continuer à défendre la solidarité entre tous les Belges. Comme vous avez pu l'entendre, dans ce débat entre Paul Magnette et Bart de Wever, le public francophone, il était facilement mis en liesse par les grandes envolées humanistes et solidaristes de Paul Magnette. Et évidemment, au vu de la différence culturelle et politique entre les deux hommes et leur public, c'est pas du tout anormal d'avoir assisté à ça. Pourtant, n'y a-t-il pas quelque chose d'obscène à traiter les Flamands comme des enfants qui se seraient égarés sur la voie du conservatisme ? Parce que s'il est indéniable que les francophones dressent de hauts remparts, sont-ils véritablement là pour contenir le grand bond en arrière nationaliste ? Ou cachent-ils plutôt leurs propres insuffisances ? Parce qu'au fond, que reprochons-nous aux Flamingants ? Peut-être rien de moins que d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire déterminés, sûrs d'eux-mêmes, forts. Et si nous leur reprochons de vouloir l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité, c'est peut-être parce que nous ne nous sentons pas capables d'être nous-mêmes indépendants, autonomes, responsables de nos propres politiques. Ainsi, peut-être que si nous prêchons si ardemment pour la solidarité universelle et inconditionnelle, c'est plus prosaïquement parce que nous en tirons un bénéfice. Peut-être que la vérité, c'est qu'avant d'avoir peur des Flamingants, nous avons peur de nous retrouver face à nous-mêmes. Pourtant, décider de ses propres règles et en assumer les conséquences, c'est-à-dire être responsable, c'est ça la maturité démocratique. Merci pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et quoi que vous décidiez,
Prenez toujours soin de ce que vous mettez dans votre tête.